Bien avoir des petits filets de sécurité, mais bon, c'est pas, les enjeux ne sont pas très bien. D'accord, très bien. Donc je vous resalue tous. Bonjour mesdames et messieurs. Donc je m'appelle Virginie. Ma société s'appelle Mon Assistant Numérique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Je fais partie d'un réseau national. Nous sommes 2 dans le Haut-Rhin et il y en a d'autres dans le Bas-Rhin. On est une centaine à peu près en France. Donc je propose des services d'accompagnement numérique sur tout type de support, tout type d'appareils qui peuvent être aussi bien des smartphones, comme on disait, des tablettes, aussi bien sûr des PC, et également tous les plus grands systèmes, en tout cas les plus utilisés. Donc ça va être Android, iOS pour les smartphones, les tablettes, et bien sûr macOS ou bien Windows pour les PC. Bon, Linux, ça m'arrive aussi, mais c'est plus marginal. Donc aujourd'hui, j'interviens sur... je vais peut-être lancer ça plus proprement. Les applications qui facilitent votre quotidien. Alors, je vais commencer par faire rapidement pour pas vous barber. Hein. On va parler un tout petit peu de chiffres, mais pas trop longtemps, rassurez-vous. Un petit état des lieux, c'est-à-dire on va parler des grands constructeurs, surtout qu'il y a eu des changements, surtout en 2021, des marques qui sont proposées. Si on parle donc d'Android, alors je disais tout à l'heure pourquoi Android, parce que Android c'est majoritaire sur le marché, ça équipe. On pourrait faire un petit sondage parmi vous. Vous pouvez peut-être lever la main ceux qui ont un appareil, un smartphone ou une tablette Android. En général, c'est à peu près 80%, un peu plus, un peu moins. Le reste aujourd'hui étant, c'est lequel le concurrent principal pour les systèmes que vous connaissez forcément de Apple. Donc c'est iOS en fait. iOS sur les tablettes et les smartphones Apple. Donc aujourd'hui, le premier, c'est déjà faux en fait, c'est déjà faux. C'était vrai en juin, mais sur le plan mondial, en tout cas, Samsung n'est plus le premier. Il y a maintenant... Alors, il y a Xiaomi. Ouais, maintenant, il est derrière. Il ne sera même pas, d'ailleurs, dans les 5 logos que vous allez voir sur cette diapo. Donc, Samsung en premier, bon, c'est en train de changer. Xiaomi. Ensuite, Apple, quand même. Et en 4e et 5e, encore des Chinois, donc comme Xiaomi, Vivo et Oppo. Peut-être vous avez entendu ces noms. Ça fait 2 ans à peu près que vous en entendez parler et que vous en entendrez de plus en plus parler. Donc c'est vrai qu'en cette année, il y a eu des changements, surtout entre les 6 premiers mois et les mois qui ont suivi, entre le premier et le deuxième trimestre. Donc vous voyez là que c'était avant juin. Samsung était encore premier, avec à peu près un appareil sur 5. On peut regarder aussi la croissance en face, qui est très parlante. Donc plus 15% pour Samsung. Et Xiaomi, qui est donc pas loin derrière, vous voyez un peu le bond, 85%. C'est énorme, 83%. Donc c'est dans le monde par contre, hein, c'est pas spécifiquement en France ou en Europe. Donc après on a Apple, bon toujours à peu près entre 15 et 20%, mais très faible progression. Il est plutôt en train de stagner. Et ensuite, comme on disait, donc Oppo et Vivo, à peu près kiff-kiff, mais avec aussi des grosses croissances. Pourquoi ces appareils, selon vous, on commence à occuper le terrain? Voilà, rapport qualité-prix. C'est vrai que la qualité est souvent quand même présente et aussi à moindre coût. Pour ce qui est des systèmes, donc système d'exploitation, juste après on va expliquer ce qu'est un système d'exploitation. Donc c'est plutôt un duopole aujourd'hui. Et là encore, si vous voyez, entre 2010 et 2020, donc ces 10 dernières années, il y a eu énormément de changements. Avec, si je vous dis BlackBerry et Windows Phone, aujourd'hui c'est terminé, hein, plus personne n'en parle, de toute façon c'est fini. Donc il y a 10 ans encore, un peu plus de 10 ans, pour à peu près 305 millions d'appareils vendus, on avait donc majoritairement de l'Android, iOS toujours assez présent, mais d'autres marques, comme on disait, Windows Phone, BlackBerry et encore d'autres, c'était réparti sur beaucoup plus de sociétés et d'acteurs. Et aujourd'hui, c'est facile, hein, ça va peut-être encore changer, mais
Android majoritairement, autour de 80%, 80 un peu plus, un peu moins, et le reste, c'est Apple, donc avec iOS. Quand je dis que ça va changer, encore par rapport à ce qu'on disait avant des nouveaux Chinois, il y a eu un petit litige entre Huawei et Google il n'y a pas si longtemps. Donc Huawei équipe ses appareils avec Android et c'est en passe de changer. Il y a un nouvel OS qui se développe qui s'appelle Harmony, peut-être vous en avez entendu parler. Et peut-être que toutes ces sociétés vont se mettre aussi d'accord et ça pourrait faire perdre aussi de la place à Android. Donc ça explicite aussi là ce schéma pourquoi je vais surtout parler d'Android, même si la plupart des applications que vous trouvez sous Android, pour la plupart, vous allez les trouver aussi sous iOS. Ce n'est pas toujours vrai, ils ont chacun des spécificités, mais c'est quand même souvent le cas. Donc qu'est-ce que c'est un système d'exploitation? Si vous deviez définir un système d'exploitation, comment vous diriez? C'est un programme déjà, oui, ou plutôt un ensemble de programmes. Alors, un ensemble de programmes, c'est écrit là, donc on appelle ça l'abrégé SE ou OS. Vous entendrez souvent OS, iOS, donc Apple, i, c'est un peu la caractéristique Apple, Operating System, donc système d'exploitation de Apple. C'est donc l'ensemble des programmes, c'est plusieurs programmes qui pilotent toutes les ressources de l'ordinateur. Donc les différents composants, qui peuvent être le disque dur, l'écran bien sûr, le processeur, la mémoire, etc. Et qui permettent à l'ordinateur tout simplement de fonctionner. Sinon, vous avez des bouts de métal, des bouts de plastique, et vous êtes bien, bien embêté avec. Donc c'est en fait ce qui fait interface entre une machine et vous-même, l'utilisateur. Donc je vous remets les petits logos, le logo d'Apple pour iOS et celui d'Android. Alors, ceci étant dit, donc c'est quand même, on va quand même parler plus en détail des applications mobiles. Et puis, je vais aussi vous parler de quelques applications. J'espère que vous ne les connaissez pas déjà toutes. Le but, c'est quand même que vous en découvriez certaines. Vous me direz après, on fera un petit échange. Vous me direz, peut-être ça pourra servir aussi aux autres participants. Lesquels vous préférez, lesquels vous utilisez tout le temps. Peut-être je ne les connais pas non plus. Donc, les applications, déjà, où est-ce que je les retrouve sur mon appareil? Comment je les télécharge, comment je les installe et comment je les choisis? Parce que c'est vrai que parfois, quand on va sur un Play Store, sur un store, une boutique d'applications, on a du mal à savoir laquelle on choisit. Est-ce que déjà c'est risqué ou pas? Est-ce qu'elle fonctionne mieux que les autres finalement? C'est pas toujours évident de choisir. Alors, ce qu'on peut dire, déjà, où les trouver? Sur un téléphone Android, vous reconnaissez le logo, c'est le logo de l'application. Donc vous avez le Play Store, bien sûr, qui va vous permettre, sur tous les appareils Android, de télécharger des applications. Est-ce que c'est le seul, si vous avez un téléphone Samsung par exemple, est-ce que c'est le seul endroit où vous pouvez télécharger des applications? Ou pas, selon vous? Non, lequel alors? Autre? Voilà, par exemple, sur Samsung, vous avez effectivement aussi le Galaxy Store. Bon, après, il y a aussi d'autres boutiques. C'est une application. Là, c'est le 3e logo avec une sorte d'arc-en-ciel là, de dégradé. Donc ça, c'est le logo de Galaxy Store. Vous l'avez sur les appareils Samsung. Ça vous permet aussi de télécharger des jeux, donc des applications pour jouer, et puis d'autres applications de productivité ou autres, de même que le Play Store. Des fois, vous en avez en doublon même. Vous pouvez avoir les mêmes applications sur différents stores. Tout comme d'ailleurs iOS. Donc le deuxième, l'Apple Store, pardon. Vous avez aussi les mêmes applications, heureusement, mais pas toujours. Alors, ces applications, elles peuvent être gratuites ou payantes. Vous le savez, je pense. À quoi est-ce que vous pouvez les reconnaître? Comment est-ce que vous savez qu'une application va être gratuite ou qu'elle va être payante? Oui, mais avant de l'installer, comment vous pouvez savoir? Bon, je vais passer à la suite, je reviendrai sur cette diapo après. Donc là, par exemple, j'ai 2 applications que peut-être vous connaissez. Donc j'ai le Coyote sur la gauche et donc Waze à droite. À quoi je peux voir? Alors, quand c'est payant, il est probable, c'est vrai aussi chez Apple, vous avez un prix sur le bouton vert, 4 €, 10 €, je ne sais pas, 3,99 €.
là, j'ai juste le bouton donc installer. Mais vous voyez sur la gauche que même si l'installation, de plus en plus on va vers ça, c'est-à-dire l'installation de l'application ne va pas être payante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des services qui seront proposés à un moment qui seront payants. Voilà. Souvent l'application, pour faciliter, pour la faire découvrir, on ne va pas la faire payer. C'est de plus en plus vrai pour les logiciels. On ne paye pas tellement l'installation, on paye l'utilisation sous forme d'abonnement. Effectivement, à un moment, on va peut-être vous demander votre carte bancaire. Dans tous les cas, il suffit de regarder en bas, vous aurez un bouton « Ignorer ». Donc il suffit... Vous pouvez continuer à utiliser l'application en ignorant l'enregistrement de la carte bancaire. Dans ce cas-là, c'est une durée limitée. Pas forcément, non. Limité dans l'accès à toutes les fonctionnalités, oui, mais pas en termes de durée. Vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités de l'application. Pour utiliser une partie, c'est un peu pour vous allécher, quoi. Mais il n'y a pas de limite dans le temps. Donc effectivement, elles ne sont pas toutes payantes, elles ne sont pas toutes gratuites. On le voit assez rapidement. Là, vous voyez sur le Coyote, on voit que achat via l'application, c'est écrit dessous. Et sur la droite, si elle ne fonctionne pas avec un paiement, selon vous, comment elle se rémunère? C'est des pubs. Oui, voilà. Donc rien n'est gratuit, c'est ce qu'on dit. Hein. On dit, il y a une petite maxime, je ne sais pas si vous la connaissez, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Vous pouvez vous dire ça de tout temps. Donc, je reviens sur ma diapo précédente. Oui. D'accord, on va en parler. Ouais. Oui, on va en parler. On va en parler. C'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne question. Oui. Je viens d'acheter un smartphone et j'ai eu une carte gratuite de 10 heures. De 10 heures l'application? Oui, ou de l'application. 10 heures D'accord. 10 heures pour écouter de la musique. Hein. Oui. Et j'y suis allée et on me demande les coordonnées bancaires. Du coup, et alors que c'était pour avoir 4 mois gratuits. Et quand vous dites une carte, c'est comment physiquement ça se matérialise? C'était une carte avec un numéro pour accéder à l'application. D'accord. Et j'ai voulu m'enregistrer dans l'application. Et on me demande, la première chose, on me demande la carte bancaire, le numéro de carte bancaire. Alors, à mon avis, ils ont reconnu le code. Vous avez une sorte de clé qui a déverrouillé une utilisation. Ouais, c'est je ça, suppose, clé, je ne connais pas particulièrement, je connais 10 heures, j'utilise moi-même avec un compte familial, mais donc plusieurs profils. Mais à mon avis, ce qui se passe, c'est que probablement, donc 4 mois, vous dites gratuit? Oui. C'était ça l'offre? Oui. Probablement qu'à partir du 5e mois, ils vont commencer à vous proposer un abonnement. Peut-être bien regarder si ce n'est pas écrit que tout seul, qu'à partir du 5e mois, ça va commencer à prélever sur votre compte, tout simplement. Dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est au 4e mois, vous faites attention. J'hésite quand même Il n'y a pas de risque. À donner mes coordonnées bancaires comme ça, quoi. Oui. Dans tous les cas, à la fin du 4e mois, il faudra penser, peut-être vous mettre une petite alerte, penser à arrêter, à résilier, voilà, pour ne pas payer en plus de la carte qui vous a été offerte. Ouais. Madame a raison. La plupart des gens qui acceptent ce genre on n'y pense pas 4 mois après. C'est vrai, il faut faire alors, attention. En fin de compte, c'est du gratuit, mais comme si madame, si elle donne le numéro de sa carte bancaire, au 5e mois, ils vont, si elle a oublié de résilier, au 5e mois, il faut faire attention. Ils vont d'office prélever. C'est vrai, ils vont d'office prélever. Mettez-vous des alertes, il y a suffisamment d'outils, on peut même en parler, ce n'était pas prévu dans les 7 applications, les 7 que j'avais choisies, mais avec n'importe quel calendrier, vous pouvez mettre des alarmes, des alertes, en fait, tel jour, vous faire des envois de mails programmés pour ne pas oublier de désactiver votre compte, par exemple, ou en tout cas d'arrêter de payer. Après, pour la question de la carte bancaire, moi, je ne donne jamais mon numéro de carte sur Internet, ou que ce soit donc sur un ordinateur ou sur mon téléphone. Comment vous pouvez faire? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui connaissent des systèmes qui existent? Une e-carte bancaire, c'est-à-dire que chaque fois que je me connecte sur mon compte
compte bancaire, je peux faire un numéro fictif pour Exactement. chaque achat. Ça s'appelle une carte virtuelle. Moi, c'est ce que je fais aussi. Le Crédit Mutuel propose ça gratuitement sur les premiers services bancaires, vous savez, des comptes classiques. Ça s'appelle au Crédit Mutuel le Pay Web Card, mais toutes les banques proposent des services à peu près similaires avec des façons de sécuriser, si vous voulez, vos achats. Le Pay Web Card, le Pay Web Card, donc c'est un système qui crée à chaque fois que vous avez besoin un numéro de carte qui n'est pas celui qui est écrit sur votre carte. Donc à chaque fois, à chaque fois que vous faites un achat, il va générer un nouveau numéro de carte avec un nouveau cryptogramme. Et souvent, la date de validité, c'est le mois qui suit. Ça dépend des services, des fois c'est 2-3 mois après. En tout cas, c'est court. Moi, je ne fais que ça. Et ce qui est très bien fait, c'est que vous pouvez faire un achat unique avec ce système. Vous pouvez faire, mettons, c'est Noël, vous voulez faire 300 € d'achat ou plus ou moins. Vous faites un achat, vous déclenchez une carte pour 200 ou 300 € que vous allez utiliser sur plusieurs sites, vous voyez. Et au-delà, déjà, il n'y a plus d'argent sur la carte quand vous avez dépassé le montant. Et elle n'est plus valide, en fait. Quand le compte a été épuisé pour le montant que vous avez donné, si vous faites un achat de 30 €, vous mettez 30 €, bien sûr. Si vous voulez faire plusieurs achats pour ne pas vous embêter à aller à chaque fois créer des nouvelles cartes pour 5-6 commerçants, vous faites un achat global de 200 ou 300 €, je parlais de Noël, ou peut-être moins, je ne sais pas. Et puis, vous utilisez toujours le même numéro de carte pour ces commerçants-là. Il y a un autre moyen pour les abonnements, pour le cas que vous donniez. Vous pouvez aussi, avec ce même système Pay Web Card, je ne veux pas spécialement faire de l'appui pour le Crédit Mutuel, mais renseignez-vous dans vos banques. Je sais qu'en Alsace, beaucoup de personnes... Pas du tout. Pas du tout. Ah oui ? C'est un service gratuit qui est proposé par le Crédit Mutuel. Beaucoup de personnes en Alsace sont au Crédit Mutuel, c'est aussi pour ça que j'en parle, puis moi aussi. Donc, il y a aussi un système d'abonnement, je ne sais pas si vous avez vu, c'est-à-dire si par exemple l'abonnement, si vous vouliez rester au-delà des 4 mois dans cette application, vous pouvez dire, moi tous les mois je vais débloquer 7,99 €. Vous n'avez même pas besoin de dire pour qui, c'est tel, vous avez un numéro de carte avec un cryptogramme, une date de validité, et puis vous avez juste à dire, moi c'est tel montant mensuel par exemple, ou en une fois. Alors, si on ne l'utilise pas. Si vous ne l'utilisez pas, il ne se passe rien, vous n'êtes pas débité. D'accord. Voilà. Et vu qu'elle n'est pas valide, cette carte, au-delà pour le Crédit Mutuel, en tout cas au-delà d'un mois, dans 2 mois, il n'y a plus rien. Zéro. Il ne se passe rien, ça ne remet même pas à zéro, la carte D'accord. disparaît au bout d'un mois. Il n'y a plus de carte en fait. Une fois qu'elle a été utilisée, déjà la carte est vide si vous avez mis le montant de l'achat. Et puis, si elle n'a pas été utilisée, même chose, au-delà de la date de validité, elle n'existe plus. Un jour, j'ai fait un règlement par PayPal. D'accord ? C'est autre chose encore. Ouais. Et ils n'arrêtent pas de me relancer, mais ils m'offrent même 5 €, 10 € régulièrement. C'est pour que vous utilisiez le compte. Peut-être ils ont repéré que vous Mais n'utilisiez pas. est-ce que c'est sécurisé Oui, c'est sécurisé, ça vous bloque un solde. C'est comme un compte bancaire en fait, sauf que vous n'avez jamais à donner. Ça fait intermédiaire entre l'acheteur et si vous vendez et vous, ou si vous achetez entre le vendeur et vous. Et oui, c'est une bonne façon. Tous les vendeurs ne passent pas forcément Non, pas par tout le monde, c'est PayPal. vrai. Moi, j'utilise pas, par exemple. Mais il y a toujours d'autres solutions. En fait, il y a plein de solutions alternatives sur le Bon Coin, par exemple. Maintenant, ils ont leur propre système. Ça ressemble un peu à PayPal, où l'acheteur va dire c'est bon, j'ai payé. Il paye au Bon Coin. Vous allez dire c'est bon, j'ai envoyé mon colis. Et l'argent va transiter qu'à partir du moment où les deux parties seront d'accord. À ce moment-là, le Bon Coin, un petit peu comme sur les sites de covoiturage, par exemple, ils vont, si vous voulez, vous virer l'argent à vous qui avez, par exemple, vendu. Vous voyez ? Il y a plein de systèmes. Mais en tout cas, c'est vrai, ce système de carte virtuelle, moi, je le recommande. Moi, je vous recommande de ne jamais donner vos coordonnées bancaires sur Internet. Même si vous êtes sur... Alors déjà, première chose à faire si vous le faites, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Voilà, cadenas fermé. Et sécurité, HTTPS. C'est la même chose, c'est l'un ou l'autre, c'est pareil. HTTPS comme sécurisé, ça vaut le cadenas fermé. Si vous n'avez pas le HTTPS, mais que vous avez le petit cadenas qui est fermé, c'est pareil. Ça veut dire qu'il y a un certificat, il y a un organisme qui a contrôlé le site, que le site est, on va dire, en conformité. Donc déjà, première chose, dès que vous donnez des données, dès que vous saisissez des données personnelles, et je ne parle pas que de carte bancaire, je parle d'un mail, pour moi, c'est des données personnelles. Un nom, un prénom, une date de naissance encore pire.
On peut faire des choses avec ces données, donc toujours faire bien attention. Bien attention que quand vous écrivez des données personnelles sur Internet, que ce soit peu importe l'appareil, un smartphone, une tablette, un PC, toujours avoir ce réflexe d'aller voir, est-ce que je suis sur un site qui est sécurisé? Est-ce que ma page, surtout la page est sécurisée? Dans tous les cas, aujourd'hui, Google, j'espère pas dire de bêtises, mais je pense même pas qu'ils indexent encore des sites qui ne sont pas en HTTPS. Ou alors loin derrière, je ne suis pas sûre. Oui, pour la carte, donc ne donnez pas votre numéro de carte sur Internet, même si le site est sécurisé, personne n'est à l'abri d'un piratage, donc ne le laissez pas dans la nature, quoi. Ouais. Même si on achète à la Redoute ou au C'est pareil, Suisse, ça ne change rien. Au il faut téléphone, pas c'est donner- pareil, hein, si vous donnez votre numéro de carte au téléphone, à un moment, il va être intégré dans un système, donc c'est pareil. Tout système est piratable dès qu'il est sur Internet, donc dès qu'il est connecté Et à un même réseau. si ça passe par la banque qui nous donne les numéros à 6 chiffres pour accorder le montant. Bah, on va dire que c'est des niveaux de sécurité, parce que c'est des niveaux de sécurité supplémentaires. Mais si moi j'ai votre numéro de carte avec le cryptogramme et la date, il y a des endroits où je vais pouvoir acheter, on ne va pas me demander ça va dépendre des sites marchands après, mais pas forcément toujours. Je peux déjà faire des choses avec acheter en fait, avec ces données. Donc, conclusion, ne donnez pas vos numéros, les numéros qui sont écrits sur votre carte, sur Internet. Ne les écrivez pas. C'est très compliqué l'informatique déjà. Donc, le non-initié va aller à la simplification. Oui, je comprends. Donc, quand vous nous dites de ne donner pas Oui. votre identifiant ou votre carte bancaire, c'est moi. Sur Moi, Internet, je dis oui, sur sur Internet. Si je vous écoute comme ça, mais dites-moi si je me trompe et rassurez-moi, vous ne commandez plus rien alors sur Internet. Mais si, Vous ne commandez plus rien parce qu'à partir du moment, prenons un grand site par exemple comme Amazon. Amazon, à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer votre numéro de carte bancaire pour pouvoir commander. eh ben, comme on vient de le dire, Comment avec vous un faites système comme PayWebCard, et presque, renseignez-vous auprès de votre propre banque, il y a plein de systèmes qui existent aujourd'hui, par exemple le PayWebCard ou Crédit Mutuel, décidément, je l'aurais dit 30 fois, qui vous permet de créer une carte virtuelle. Vous pouvez acheter sur Amazon avec une carte virtuelle. Ça prend, moi je peux vous le faire, là je vous fais une démonstration après si vous voulez. En 30 secondes, je peux vous créer un numéro de carte virtuelle. Je suis d'accord avec vous. Mais comme on va à la simplification, aujourd'hui, les banques proposent le renforcement des codes. Donc aujourd'hui, vous avez une espèce de double saisie. Oui, c'est vrai, on va vous demander Voilà. la clé sur la carte, Voilà. on va vous envoyer un SMS Mais- et vous allez le renvoyer. Voilà. Mais donc vous êtes quand même N'empêche obligé. que vous avez quand même donné votre numéro de carte à un moment et si le site est piraté un jour, on ne sait pas en fait, on ne sait pas. Moi, je me protège en ne donnant jamais mes coordonnées bancaires. Pour nous qui sommes des non-initiés, c'est notre plus grand souci. C'est comment faire pour bien faire du premier coup et de ne pas se retrouver, sans le vouloir, être piégé pour ne pas avoir cliqué au bon endroit. Mais Oui, je comprends. aujourd'hui, même en passant par la Pas banque... tant que ça, pas tant que ça. Je peux vous montrer après si Non, vous voulez. J'ai un Merci document, et après on va passer à autre chose. J'ai un document, un PDF qui montre, c'était justement pour expliquer, le faire comprendre aux personnes, à d'autres personnes, que c'est assez simple en fin de compte d'utiliser ce service. Quand vous ne le connaissez pas, vous vous dites que vous allez vous compliquer la vie. Dans tous les cas, sachez que, mettons, vous faites un achat, 30 €, 60 € sur Amazon, quelqu'un récupère vos coordonnées, l'utilise. Déjà, comment vous pouvez vous prémunir de ça? En allant voir vos comptes, regardez vos comptes à peu près régulièrement, déjà. Regardez si vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit, si vous savez quelles sont ces opérations et tous les débits qui apparaissent sur vos extraits de compte. Déjà comme ça, assez régulièrement, faites-le toutes les semaines. Pour l'instant, moi, toutes les personnes à ma connaissance qui ont eu un souci des débits qui ne les regardaient pas, qui n'avaient pas fait eux-mêmes, il y a des assurances pour ça. Vous allez voir votre banque. Dans tous les cas, toutes les personnes que je connais à qui c'est arrivé, elles ont été remboursées en fait. Pas si vous le faites dans un an. Si vous le faites dans le mois,
on va dire, le plus vite possible en fait. Vous faites opposition, vous allez voir votre banque. Pourquoi pas faire un signalement après, ça c'est autre chose. En tout cas, vous bloquez votre carte, vous allez voir votre banque. Et dans tous les cas, on vous rembourse les sommes qui ont été détournées, si vous préférez. En tout cas, tous les cas que moi j'ai rencontrés, qu'on m'a rapportés, si vous le faites rapidement, donc vous voyez, il n'y a pas non plus trop de peur à avoir. Ça reste sur les milliards d'opérations qui sont faites tout le temps, il n'y a pas tant de soucis que ça. Et puis, comme je disais, je vais répéter, il y a des cartes virtuelles. Et c'est pas compliqué. Enfin, moi, pour ma part, je fais énormément d'achats sur Facebook. Oui. Pas sur Facebook, sur Amazon. D'accord, moi aussi. Ça fait quand même, je crois, 6 bonnes années maintenant que je suis sur le site. Avec votre numéro ? Avec mon numéro de carte, je n'ai jamais eu de problème. Voilà, on peut dire aussi Jamais. que plein de gens n'ont jamais de problème, qui font des achats récurrents, hein, donc faut pas. Et voir même le sur malin. d'autres sites de vente en ligne, je n'ai jamais eu le cas d'une escroquerie ou quoi que ce soit. Quand on est sur des comptes sécurisés, j'ai jamais rien eu. Jamais. Et s'il y a un problème, s'il y a un litige, comme Voilà. vous l'avez expliqué, on fait un signalement, on est remboursé très vite. Voilà. Ils le font. Je me suis permis de prendre le cas d'Amazon parce que c'est un site où des millions de personnes y vont. C'est vrai, c'est un fait. Mais à un moment donné, quand on nous dit toujours ne donnez surtout pas vos coordonnées bancaires, mais ne serait-ce qu'au renouvellement de la carte au bout d'un an ou deux, Moi, je quand vous préfère. renouvelez Après, la carte, vous êtes obligé de rentrer quand même. Vous êtes obligé de redonner de nouveau. Oui, il faut le redonner. Mais Après, comme on dit, Amazon, c'est quand même un site qui est quand même relativement... c'est très fiable. Ils ont des milliers et des milliers de obligés, clients. en fait, parce que quand même, c'est leur réputation qui est en jeu. Ils ont Vous des voyez, milliers de clients. S'ils Voilà. font une erreur, c'est vite coulé. connu, c'est su, Voilà, les gens c'est vite parlent. coulé une entreprise. Voilà. piratés une fois. Ils ont réussi très vite à restabiliser la situation. Mais ils ont été piratés une fois. Tout le monde est piratable. Tous les sites sont piratables, dans tous les cas. Vous avez raison. Hein, de ce côté-là, Mais ça reste marginal. Très honnêtement, ça reste marginal. En tout cas, une chose que donnez votre numéro ou pas, il y a des systèmes qui permettent de ne pas le donner. Et dans Amazon, en tout cas, ce que je vous recommanderais catégoriquement, quand vous êtes dans le navigateur, n'enregistrez pas vos coordonnées bancaires, encore une fois, dans le navigateur, dans Google, qui va vous proposer est-ce que vous voulez qu'on enregistre. N'enregistrez pas. Sur le site, c'est encore une autre affaire. Voilà. C'est bon pour vous? La question. Oui, c'est vrai que c'est toujours délicat de parler de ces sujets parce qu'il ne faut pas non plus faire peur aux gens. Juste savoir où sont les risques. Faites attention, voilà, faites attention, regardez vos comptes. Si vous voyez une anomalie, reportez-la, remontez-la et il y a rarement des soucis. Voulez-vous qu'on vous garde vos coordonnées pour le prochain achat que vous pourrez faire en un clic, sans redonner... Ça aussi, ça craint quand même. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de voir. Comme on le disait, moi je préfère ne pas le faire, mais je préfère prendre 10-15 secondes pour retaper éventuellement. De toute façon, je ne mets pas mon numéro de carte, donc voilà. Après, quand on met les numéros de carte sur les sites, il n'y a personne qui a accès, à part peut-être des hackers, en fouillant bien approfondi. Mais en général, il n'y a pas vraiment de risque sur les... Je parle bien sûr pas les salariés, pas l'entreprise elle-même. Non, ils ne peuvent pas accéder à ces données. Ouais. Oui, avançons. D'accord. Vous avez donné des solutions excellentes. Merci. Vous avez donné de très bonnes solutions. Je crois pas qu'on peut. C'est bien qu'il y ait différents avis aussi pour... Oui, et puis la peur n'élimine pas le danger. Donc moi, j'aimerais bien qu'on revienne au sujet parce que le temps passe. Voilà. Et puis ces outils nous permettent aussi de faire beaucoup de choses très pratiques qui nous facilitent, comme on disait, la vie. Hein. Donc de quoi j'ai parlé? Oui, juste... Alors, si je supprime une application que j'ai payée, par exemple, je réinitialise mon téléphone ou bien on me le vole, et je rachète un téléphone sur lequel je veux remettre le même compte, est-ce que l'application, si je l'ai payée une fois et qu'elle est désinstallée, est-ce que je vais la payer de nouveau, selon vous? Non. Voilà, non. Du moment que vous mettez, vous configurez votre téléphone ou votre appareil avec le même compte, une fois que vous avez payé, c'est acquis.
Donc l'application, vous allez pouvoir la réinstaller sans la payer de nouveau. Sachez-le, ça pourrait vous arriver. Ça, on a vu. D'accord. Donc, comment choisir? Parce que c'est vrai qu'il y a une multitude d'applications qui sont proposées. Une première chose que vous pouvez faire, c'est, par exemple, aujourd'hui, on va vous parler d'applications qui sont a priori sûres. Vous pouvez aussi faire un petit tour parmi vos proches, demander, échanger avec eux, voir ce qu'ils utilisent. S'ils utilisent la même application depuis quelque temps, depuis plusieurs mois, ils la connaissent. Il y a fort à parier qu'elle marche, qu'elle les satisfait et qu'elle marche correctement et qu'elle est sûre. Vous pouvez aussi vous fier au nombre de téléchargements que vous allez voir directement sur soit le Play Store, soit le Galaxy Store, donc soit l'App Store. À partir du moment où vous voyez des millions, par exemple Coyote et Waze, il y avait des millions, 5 millions pour le Coyote et 20, je ne sais plus combien pour le Waze. Oui, il n'y a pas trop de questions à se poser. Il y a aussi une section à propos sur la page qu'on a vue tout à l'heure. Moi, je vais quand même revenir en arrière. Non, je ne suis pas dans le bon sens. Zut. Voilà. Donc vous voyez là sur l'écran de droite, j'ai à propos de l'appli, vous avez aussi des petits écrans, vous pouvez balayer pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire finalement avec cette application, lire les informations à propos de l'application pour savoir si elle va vous être utile ou pas. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de téléchargements, donc 5 millions ou beaucoup plus pour Waze. Oui, Coyote, il y a des services payants. Là, on peut dire que vous êtes en lieu sûr, sachant que dans tous les cas, le Play Store, l'App Store, le Galaxy Store, c'est, on va dire, des boutiques officielles. Il y a peu de risques. Toujours, on va trouver des exemples d'applications vérolées qui ont causé des soucis, mais ça reste des tout petits problèmes par rapport au nombre d'utilisateurs satisfaits et par rapport surtout à tout ce que ça va vous amener sur le côté pratique. Et il y a finalement peu sur ces lieux, sur ces Play Store. Il y en a d'autres qui sont aussi connus, qui sont sécurisés, qui sont sûrs. Mais si vous restez sur le Play Store, l'App Store ou le Galaxy Store, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez être rassuré. Après, c'est plutôt choisir lesquels. Donc, regardez le nombre de téléchargements, faites le tour aussi de vos proches. Regardez les infos. Sachant que, donc je disais, c'est des lieux sûrs, oui, parce que, encore une fois, il en va de leur réputation. Donc, ces sociétés, elles vérifient d'assez près quand même les applications qu'elles proposent finalement aux utilisateurs. Et également, un smartphone, ce n'est pas un PC, c'est un système différent. Le système ne fonctionne pas de la même façon. Quand vous lancez une application, je vous mettrai après une petite vidéo en espérant qu'on aura le temps. Je ne sais pas trop où je suis de mon timing. Si j'ai le temps, une petite vidéo qui expliquera, ça peut être technique si on cherche à comprendre, mais dites-vous simplement qu'une application, quand elle est lancée, elle va fonctionner presque dans un environnement autonome qui va plus être totalement lié au système lui-même, donc au système d'exploitation, donc Android. Donc il n'y a pas tellement de risque de communiquer des soucis, pas contrairement à un PC. On va parler donc des applications que moi j'ai identifiées, j'espère que vous ne les connaissez pas toutes, comme étant intéressantes et je pense qu'elles pourront vous rendre beaucoup de services. La première, Signal, un outil de communication, c'était obligé d'en parler. Pourquoi Signal ? Alors c'est une alternative à un autre outil que vous connaissez tous, je pense, que la plupart d'entre vous avez sur le téléphone. Est-ce que vous savez lequel ? Qui a un logo vert ? WhatsApp. Voilà, WhatsApp. Donc Signal, c'est une bonne alternative à WhatsApp. C'est crypté. C'est vrai qu'on se pose des questions sur WhatsApp là depuis le rachat par Facebook. On ne sait pas trop. À voir. En tout cas, Signal, c'est la même chose. Elle propose les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire, vous pouvez changer des messages, vous pouvez changer des contenus multimédia, comme des SMS en fait. Vous pouvez passer des appels audio ou bien vidéo. Donc faire de la visioconférence, on va dire. Et ce qu'il y a aussi de particulier, que tout le monde ne sait pas, vous pouvez très bien utiliser Signal en tant qu'application de SMS par défaut.
Pour ça, il faudra aller dans vos réglages, les réglages d'application par défaut. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que ça deviendra le petit logo de vos SMS, souvent sur la page d'accueil de votre téléphone. Ça pourrait être Signal, en fait. Vous pourriez envoyer tous vos messages avec Signal plutôt qu'avec l'application qui est installée quand vous achetez le téléphone, par défaut. Alors, oui, c'est vrai, il faut qu'il repère vos contacts. Alors, honnêtement, si vous la passez en par défaut... Ce qu'il y a de sûr, c'est que quand vous voulez envoyer un message, je pourrais faire la démonstration, je ne sais pas si on aura le temps, quand vous envoyez un message à partir de Signal, vous allez avoir la liste parmi vos contacts qui sont enregistrés dans le téléphone, des personnes qui ont déjà Signal, ça c'est sûr. Après, si vous la passez en SMS par défaut, en messagerie par défaut, j'imagine que non, forcément que non. J'ai peur de dire une bêtise, il faudrait que je vérifie ce point. Voilà. Alors, en numéro 2, MediSafe. Je ne suis pas sûre que vous la connaissiez, pourtant elle existe depuis... Vous la connaissez? Non. Elle existe depuis plusieurs années. C'est une application gratuite qui est disponible sur les 2 plateformes principales, donc l'App Store et le Play Store. C'est un pilulier virtuel en fait qui permet de gérer à la fois vos médicaments pour ceux qui auraient à en utiliser au quotidien ou presque, et vos ordonnances aussi. Je voudrais savoir quand même où j'en suis du timing. Il reste 10 minutes. On verra plus tard pour la démo. Je verrai si je reviens dessus et je lance la démo. Yuka également, ça je pense que vous connaissez. Yuka, vous connaissez. Donc ça vous permet de flasher des codes barres sur des produits alimentaires ou cosmétiques. Ça va vous donner des informations sur la composition. C'est utile. C'est utile pour bien s'alimenter. Ça peut aider à bien s'alimenter, à manger de manière équilibrée. Sachant que je ne suis pas là pour donner des conseils de nutrition, mais je vais m'arrêter là. Donc c'est une application française, toujours bien de le préciser. C'est gratuit également, disponible sur Android et iOS. Facile à utiliser puisque vous l'avez sur le téléphone, vous êtes en train de faire vos courses, facilement vous pouvez flasher les codes barres avant de les acheter. Bien sûr, ce serait dommage de vous rendre compte à la maison que finalement c'est pas si bon que ça, même si c'est bon. Et aussi, oui, en septembre, là, j'ai vu que 25 millions de personnes utilisaient cette application. C'est beaucoup. Elle est bien faite, simple, pratique. Voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Ça reste quand même, c'est pour des produits industriels. Vous allez pas avoir de code barre sur des carottes. On ne va pas vous dire s'il y a plus ou moins de pesticides à l'intérieur. Mais pour les produits industriels, c'est pratique. Voilà, un bon indicateur qui aide à s'y retrouver. En numéro 4, oui, moi je conseille à chacun de s'installer sur le téléphone l'application du fournisseur d'accès Internet. Souvent aujourd'hui, finalement, ça devient le même. C'est le FAI, fournisseur d'accès à Internet, qui aussi, sur lequel vous allez avoir vos abonnements peut-être de téléphone aussi. Le triple play, donc vous savez ce que c'est, le triple play, à la fois la télé, Internet, le téléphone. Pourquoi pas fixer mobile d'ailleurs? Moi, par exemple, j'ai tout. Et ça vous permet, là j'ai fait une petite capture écran, ça vous permet de voir, si vous avez plusieurs abonnements portables par exemple et fixes, de voir votre consommation, de voir vos contrats, pourquoi pas de changer d'offre, de voir vos dernières factures rapidement, de savoir si vous êtes hors forfait le cas échéant, pas avoir des mauvaises surprises en fait quand vous recevez la facture ou le mail qui vous dit que vous avez dépensé, vous avez une facture de tel montant, tel mois. Par exemple là, pour SFR, c'est SFR et moi. Parfois, pour certains opérateurs, Orange, par exemple, il y a plusieurs applications. Il peut y avoir une application du portail et une application pour le... Voilà, c'est ça, exactement. En numéro 5, Doctolib, voilà, pour rester dans la santé, avec MediSafe et Yuka, c'est important. Donc vous la connaissez, une entreprise française qui propose un service pour les professionnels aussi, finalement, donc un service de gestion en ligne des consultations, mais aussi pour nous, pour les patients, un service de prise de rendez-vous. Ça évite d'avoir à téléphoner. Vous avez les créneaux disponibles pour les vaccins, ça fonctionnait aussi très bien. Vous avez les créneaux disponibles tout de suite en vous connectant.
Et donc maintenant, il y a aussi une application. J'ai aussi un lien de démonstration sur YouTube. Je n'ai pas cette application sur mon téléphone. On verra s'il y a besoin. J'ai plusieurs liens, donc à la limite, vous me direz lesquels vous intéressent le plus. Pourquoi pas MediSafe? Je pense que c'est une application intéressante que peu de gens connaissent. Doctolib, c'est quand même plus connu. En numéro 6, ah oui, celle-là, je l'aime bien. Je l'avais découverte sur le site de ma ville qui est Soulsmat, donc. C'est l'application sur la piste des trésors d'Alsace, qui est disponible également sur Android et iOS, qui propose des promenades et des jeux de pistes, des petits exemples. Bon, forcément, il y a une piste à Soulsmat, puisque c'est sur le site de la ville. Donc à Soulsmat, c'est l'eau et le vin à Soulsmat. Ça vous propose donc des petits parcours avec des étapes. Vous découvrez peut-être les monuments historiques, le patrimoine de la ville ou d'autres types de lieux. Il y a par exemple le rallye Renaissance à Célestat, l'aventure textile à Mulhouse. Enfin, moi, j'aime bien cette application. Vous pouvez vous-même en apprendre sur votre environnement plus ou moins proche, découvrir d'autres villes d'une autre façon. Pourquoi pas le faire avec des enfants? C'est ludique, vous pouvez gagner des pièces. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette application. Donc, elle s'appelle « Sur les pistes des trésors d'Alsace ». Je n'ai pas mis le logo. Je pourrais aussi vous montrer sur mon téléphone. Je l'utilise, le logo. Et il y avait aussi, j'avais mis un lien vers une vidéo de Dailymotion en alsacien. Je ne sais pas si quelqu'un aurait compris. Moi, je parle un peu allemand, je n'ai pas tout compris, mais ça aurait été drôle. On verra encore une fois en fonction du timing. Excusez-moi, je voulais juste savoir si il existait ce type d'application dans d'autres régions qu'en Alsace. Je ne sais pas. Certainement. Je me dis que les bonnes idées, souvent, elles sont reprises. Je pense que oui. Pourquoi pas aller voir, si on tape tourisme ou alors d'abord sur Google peut-être, ou même directement sur le Play Store. Vous avez une barre de recherche dans le Play Store avec la loupe, devant la loupe. Vous pouvez taper des mots-clés, peut-être sur la piste avec le département. Pourquoi pas des Hautes-Alpes, j'en sais rien. Enfin, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas? Je pense que oui, probablement. Merci. Ou monument historique peut-être, ou tourisme. Donc, DINSEO, pour stimuler la mémoire. Ça propose donc certains services avec la gratuité, d'autres payants. C'est aussi disponible sur les deux principales plateformes Android et iOS. Donc, ça propose des applications d'entraînement cérébral personnalisées. Il y a des jeux de mémoire, des jeux de logique, de réadaptation. C'est assez ludique aussi. Vous pouvez jouer seul ou avec d'autres personnes, sur donc votre téléphone, puisqu'on parle d'Android, sur votre téléphone ou sur votre tablette. Là aussi, j'ai un lien vers le Play Store. On verra. Pour terminer, on va reparler de sécurité. J'aurais très bien pu aussi, dans ma présentation, pourquoi pas parler d'une application antivirus. Selon moi, mais peut-être vous ne serez pas tous d'accord, peut-être monsieur ne sera pas d'accord. J'aimerais bien avoir peut-être votre avis. Moi, je n'installe pas d'antivirus sur mon téléphone. Contrairement à mon ordinateur, j'ai quand même installé un antivirus gratuit. Sur Windows, il y a déjà, là on sort complètement, on sort du sujet, mais sur Windows, il y a déjà un antivirus intégré, mais vous pouvez en ajouter un tiers. Ils vont très bien s'arranger l'un l'autre, pas plus. Et moi, sur Android, je ne le fais pas. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le même système. Et la bonne raison, la première raison, est que le meilleur antivirus, pour moi, ça reste vrai sur PC, c'est vous. C'est-à-dire, informez-vous, regardez quels sont vraiment les dangers, regardez ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, en termes de mise à jour, que ce soit sur votre logiciel, donc Android ou bien sur un PC. Mettez à jour vos systèmes. Ne téléchargez pas n'importe quoi. Là, surtout, on parle des logiciels sur ordinateur. Sur Android, c'est un peu différent. Je vous disais tout à l'heure que c'était plus sécurisé. C'est vrai, il y a moins de risques. Faites attention surtout, en fait, donc, aux messages, c'est-à-dire pour l'ordinateur, au mail, idem pour les téléphones, au mail. À quoi il faut faire attention dans les mails? Voilà, au lien, bien sûr à qui vous l'envoie, hein. Première chose à regarder. Vous regardez le texte, si ça vous paraît abracadabrant, étrange ou pas.
Vous regardez les liens. Si vous avez le moindre doute, vous ne cliquez pas sur les liens et vous n'ouvrez pas les pièces jointes. Idem, parce que ça se développe, je pense que tout le monde, vous en avez rencontré. Des SMS problématiques. On vous dit que votre colis a été livré, vous n'avez rien commandé. C'est bizarre. Ou bien on vous informe, je sais pas, de promotion ou n'importe quoi d'autre avec un lien. Faites très attention à ça. Dès que vous avez le moindre doute, ne cliquez pas. N'ouvrez pas, ne suivez pas les liens. C'est en fait la plus grosse porte d'entrée au malware, au logiciel malveillant. Donc faites attention. Pour moi, le plus gros risque vient de là, c'est des systèmes qui ne sont pas mis à jour, antivirus compris pour un ordinateur, ou bien pas suffisamment d'attention portée aux mails ou aux messages. Faites surtout attention à ça. Si vous avez un doute, vous n'ouvrez pas les liens, vous n'ouvrez pas les pièces jointes. Sachant donc, je le répète, que les boutiques d'applications, Android ou encore plus l'App Store, sont plus que relativement sécurisées. Et je le répète, le meilleur antivirus, ça reste vous. Donc informez-vous, formez-vous, allez voir sur Internet, regardez pourquoi pas chercher des vidéos, écoutez les conseils qu'on peut vous donner maintenant ou à d'autres moments. Il y avait tout à l'heure ce matin une conférence, je ne sais pas si vous avez pu la suivre, de la gendarmerie de Guebwiller, voilà, sur la cybersécurité. Il y a aussi un site que vous pouvez peut-être, je pense qu'il a dû peut-être en parler, donc cybermalveillance.gouv.fr. Ça, c'est un site de référence, vous pouvez aller voir dessus, il y a plein d'informations pour bien vous protéger, pour savoir où sont les dangers ou pas, pour vous rassurer aussi finalement, pour ne pas avoir peur où il ne faut pas avoir peur. Je ne sais pas où j'en suis de mon timing. Je pense que je suis pas mal. On est bon là. Voilà. On reçoit parfois des mails d'un fournisseur, d'un devis, d'un professionnel sur les indésirables. Parce qu'il y a des tris automatiques qui sont des filtres en fait qui sont faits automatiquement pour vous protéger, qui peuvent des fois se tromper. La chose à faire pour éviter ça, c'est pas forcément évident, mais déjà c'est d'aller régulièrement peut-être voir dans vos spams. Et puis quand ça arrive, vous intégrez le mail, l'adresse mail de votre expéditeur à vos contacts, à votre liste de contacts. Comme ça, il n'arrivera plus dans vos spams. Aussi, quand vous savez à l'avance que vous attendez un mail, il faudrait savoir quelle adresse déjà, c'est pas toujours évident. Quand vous le savez à l'avance, vous la rentrez, vous anticipez, vous la rentrez dans votre carnet d'adresses. Comme ça, le mail ne sera pas mal dirigé derrière. Allez voir aussi dans vos spams régulièrement, toutes les semaines par exemple, tous les lundis, tous les week-ends, vous ouvrez votre boîte de spam et puis vous regardez. Quand un fournisseur vous envoie une pièce jointe quand vous demandez un devis et puis qui joint, ça on peut l'ouvrir. Si vous connaissez l'entreprise, vous allez la voir, vous savez que vous attendez ce mail, a priori oui. Je veux dire, a priori c'est sûr. Oui. Donc ça, Au pire, vous lui passez un coup de fil, vous l'appelez, vous dites j'ai reçu un mail, est-ce que je peux l'ouvrir? Je ne vois pas vraiment de souci. D'accord. C'est vrai qu'il y a des types de fichiers qui sont potentiellement plus dangereux que d'autres. Il y a des fichiers qui sont sûrs, des fichiers qui sont moins sûrs. Par exemple, un fichier uniquement de texte, donc en TXT à la fin, mais ce n'est pas souvent qu'on en reçoit, ça c'est un fichier qui ne peut rien vous faire en fait. Il ne peut rien exécuter sur votre machine, peu importe la machine. Dans ce cas-là, moi je dirais il n'y a pas de problème. Regardez qui vous l'envoie, regardez si le mail vous l'attendez ou pas, et passez un coup de fil si vraiment vous avez le moindre doute. Et parfois, il y a des pièces jointes qu'on n'arrive pas à ouvrir. C'est parce que, pourquoi selon vous? Si j'arrive pas à ouvrir une pièce jointe, qu'est-ce qui peut se passer? Voilà. Il y a fort à parier que vous n'avez pas le logiciel pour l'ouvrir. Donc regardez en fonction de l'extension, ce qu'il y a derrière le point, si vous le voyez. Regardez quel logiciel a créé ce fichier. Et parfois, il faut le même logiciel. Parfois, il y a des logiciels qui sont compatibles les uns avec les autres. Par exemple, avec Word, vous pouvez ouvrir des fichiers qui ont été créés avec des suites concurrentes gratuites et inversement. Parfois, ce n'est pas possible. Ça dépend. Mais en tout cas, si vous ne pouvez pas l'ouvrir, c'est pour ça. C'est parce que vous n'avez pas l'outil, le logiciel, le programme qui vous permet de l'ouvrir. Voilà. Les cookies. Si on refuse d'ouvrir les cookies,
est-ce que c'est plus risqué pour accéder au site ou ça nous enlève des ouvertures? Alors, ce n'est pas une question tellement de risque, c'est plutôt une question de confidentialité de ce que vous faites sur Internet, de vie privée, voilà. C'est plutôt une question de vie privée. Les cookies, acceptez tout. Enfin, moi, je vous conseillerais de ne pas vous embêter. Parfois, vous pouvez en accepter certains et pas d'autres. Ouais. C'est beaucoup se compliquer la vie. Dans le pire des cas, si ça vous embête d'être tracé comme ça sur Internet, que des sociétés sachent quelle page vous allez regarder ou pas, annulez-les, supprimez-les après. Vous pouvez le faire facilement. Supprimez-les après votre navigation. Les cookies n'ont rien à voir avec des logiciels malveillants. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste des fichiers, des informations qu'on va récupérer sur vous, sur ce que vous faites sur des pages Internet, sur des sites. La plupart du temps, elles sont surtout utilisées, il y a les deux, elles sont utilisées pour améliorer le site par les gens qui travaillent sur le site, web marketing ou autre. Et elles sont aussi utilisées pour vous envoyer des publicités qui seront plus ciblées. Comme ça, vous avez plus de chances de les acheter, les produits. C'est tout. D'accord, ça. Oui, c'est vrai que des fois, sur des sites de voyage ou autres, c'est pour vous presser à acheter. Ouais. Ouais. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, retenter la même recherche sur un autre navigateur. Un autre navigateur ou un autre ordinateur. Comme ça, le site ne verra pas que c'est vous. Ou bien vous enlevez les cookies. Et normalement, vous n'aurez pas ce souci. Et on va vraiment, je pense, on me fait signe, on va vraiment s'arrêter là. Merci en tout cas. J'espère que j'ai répondu. J'espère que c'était intéressant, que vous avez découvert des applications que vous allez utiliser, qui vous semblent intéressantes, qui vont vous apporter quelque chose. J'espère vous avoir rassuré aussi. Pas tellement. Pour être rassuré, il faut savoir où sont les risques. Voilà. C'est vrai qu'il y en a moins qu'on croirait aussi. Hein. Limité par quoi? Limité à quel niveau? Vous n'avez pas la place. Oui. Voilà, c'est bien de temps en temps, vous allez voir vos applications, vous regardez lesquelles vous n'utilisez jamais, vous les supprimez. Dans le pire des cas, vous pourrez toujours les remettre plus tard. Oui, c'est bien de faire ça. C'est bien aussi de fermer toutes vos applications régulièrement. Il y a un moyen simple sur Android. Il y a 3 boutons à gauche. Le premier à gauche, tout fermer. Voilà. Ça va libérer un petit peu de mémoire. Et supprimer les applications que vous n'utilisez pas. Vous pourrez toujours les remettre plus tard. Oui. Oui. Ah oui, c'est important, il faut que j'en parle. Alors, pardon. Donc, j'ai un stand actuellement au salon. Ma société, je rappelle le nom, mon assistant numérique. Je vais commencer la semaine prochaine, jeudi, avec la mairie de Guebwiller. C'est ouvert au Guebwillerois pour l'instant. Il y a 10 places pour l'instant, me semble-t-il, c'est réservé. Mais il y aura d'autres ateliers l'année prochaine. Android au moins, peut-être même PC. Donc n'hésitez pas je peux prendre vos noms aussi. Je peux prendre vos noms, vos téléphones pour vous informer quand de nouvelles places seront libérées. Et il y a aussi, je voulais dire, une collègue à moi, une dame des impôts qui est là, au même stand d'ailleurs, qui peut vous aider aujourd'hui. Si vous avez des questions sur les impôts, sur impôts.gouv.fr, qui peut vous répondre ou vous aider à faire vos déclarations ou vos démarches. Vous montrer comment utiliser bien le site. C'est Madame Van Outrive qui est là sur le stand à côté. Stand numéro 1, c'est juste derrière la porte. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Ça fait du bien de se faire un petit peu applaudir.